Bonjour Lorraine, merci d'avoir accepté notre invitation et de participer à notre podcast. Tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien te présenter en quelques mots un peu ton parcours et ce que tu fais? Alors, en quelques mots, déjà, moi, je me définis comme un couteau suisse de l'engagement citoyen parce que je fais plein de choses, mais c'est toujours lié à l'engagement citoyen. Donc, déjà, j'ai cofondé et je dirige une association depuis maintenant 4 ans. C'est notre mois d'anniversaire d'ailleurs, qui s'appelle Cité des chances et dont l'objectif est de faire en sorte de vulgariser la politique et donner envie à des jeunes de s'intéresser à la politique au sens large, hein, donc pas forcément politique au sens élu. Et à côté de ça, je suis entrepreneur dans tout ce qui est communication politique, journalisme indépendant, etc. Je travaille pour des fondations, pour des entreprises engagées. Je suis conseillère municipale, du coup, aussi à la ville de Fos. Je suis déléguée à l'environnement, aux questions d'environnement et de citoyenneté. Et enfin, j'étudie, en tout cas, j'essaye, du coup, en master 1, développement, intervention et développement social. Ok, très bien, d'accord. C'est super intéressant et même, enfin, c'est super bien que ça soit, enfin, tout lié. Du coup, ça montre que, enfin, tu as vraiment, enfin, une passion où tu essaies d'articuler, enfin, toutes tes activités autour de ça. Et enfin, du coup, pour revenir un peu sur la Cité des Chances, est-ce que tu interviens dans des contextes particuliers ou auprès de jeunes dans une situation qui est un peu unique ou différente? Et enfin, qu'est-ce que cela t'apporte et qu'est-ce qui t'a motivé à créer ce projet? Ok, déjà, Cité des chances, c'est vraiment focalisé sur les jeunes de quartier populaire. Pourquoi ce public-là? En fait, tout simplement parce qu'on est deux cofondateurs, cofondatrices, et on vient nous-mêmes en fait de ces quartiers-là. C'est-à-dire que de nos parcours, on se rend bien compte qu'il y a un problème en fait, que on dit que la démocratie c'est le pouvoir au peuple, mais c'est pas exactement tout le peuple qui s'y intéresse, qui s'y investit, qui donne son avis. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de créer Cité des chances et qu'on s'est dit, on va commencer par nos quartiers parce que c'est simplement les jeunes avec lesquels on a grandi, on n'a pas eu cette chance et qu'on a envie de donner cette chance à d'autres jeunes. Après, qu'est-ce que moi, ça m'apporte? Le fait de m'engager, ça a donné un sens à ma vie. Et maintenant, je sais que voilà, mon objectif de vie, c'est vraiment de faire en sorte de régler les inégalités qu'il y a par rapport à l'engagement citoyen et de faire en sorte que le mot démocratie et tout ce qu'on peut mettre derrière soit une réalité. Ok, très cool, merci, c'est vraiment clair. Du coup, là, on passe à la question suivante. Donc, est-ce que, enfin, ce manque d'information dans les jeunes de banlieue ou des quartiers, est-ce que ça se voit sur la scène politique où on a beaucoup moins de minorités, mais aussi beaucoup moins de femmes? Et du coup, est-ce que cette désinformation et ce manque d'intérêt, il est transposé aussi sur la scène politique dans le sens où ces jeunes-là, ils connaissent pas du tout de loin la politique, donc ils voudront pas ou ils ne sont pas prédestinés à avoir des carrières ou des métiers liés à la politique. Donc, oui, clairement, quand on regarde l'exemple le plus frappant, c'est l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés. Il y a pas, on n'est pas arrivé à la parité encore, on est bien loin. On a toujours les classes sociales les plus favorisées, donc ceux qui ont un niveau d'éducation le plus élevé en France, qui est aussi une minorité en France. Quand on regarde voilà, leur classe sociale d'origine, avant même leur actuelle, on voit que voilà, c'est aussi un truc qui se passe de génération en génération. Leurs parents viennent de classe sociale élevée, etc. En tout cas, il y a un portrait type aujourd'hui de la personne qui fait de la politique. Donc, clairement, il y a un problème de représentation. Nous, on va passer par la pratique pour essayer de résoudre cette inégalité. Et pourquoi par la pratique? Tout simplement parce que la pratique, c'est un vecteur d'empowerment, en fait. Le fait de vraiment de prendre le rôle, de rentrer dans le rôle, ça permet aussi de se dire, en fait, j'ai pendant 6 semaines, donc nous, on les accompagne pendant 6 semaines, j'ai pu recréer tout le processus de création et de vote d'une loi. Donc, j'en suis capable, en fait. Je suis capable de comprendre, je suis capable d'avancer des arguments, je suis capable de me forger une opinion, je suis capable d'écrire des articles, je suis capable voilà, d'avoir plein de compétences
qui servent en politique et qui sont importantes pour s'intéresser à la politique. Et aujourd'hui, bah, on voit qu'il y a un avant après nos actions et que c'est pour ça qu'on espère le faire dans tous les quartiers populaires de France, toutes les banlieues de France et un jour sur tout l'ensemble du territoire français en fait. Ok, c'est vraiment intéressant et même, enfin, moi j'aimerais bien revenir sur une des choses sur lesquelles tu avais parlé, enfin, au tout début, le profil type de l'abstentionniste. Tu avais dit que bah, il y avait plus de femmes que d'hommes qui s'abstenaient pour les votes. Est-ce que tu as une idée de pourquoi en fait il y a cet écart? Parce que chez les femmes, plus que chez les hommes, est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce que c'est du désintérêt ou est-ce que c'est juste le manque de représentativité qui fait que ben, les femmes, elles se retrouvent pas du tout dans la scène politique? Bah, c'est multifacteur en fait. Déjà, oui, il y a une question de représentation, c'est que bah, il y a moins de femmes en politique. Donc aussi, bah, les sujets qui concernent en priorité les femmes sont aussi moins abordés, ou en tout cas, on a beaucoup, beaucoup de mal à les faire émerger sur la scène politique en fait. Donc déjà, ça c'est une des raisons. Une des raisons aussi, c'est que bah, c'est les facteurs de socialisation en fait. Les hommes, on va avoir plus intérêt à les mettre en confiance dès le plus jeune âge en disant leur voix, leur avis compte. Voilà, ils vont. Enfin, moi, j'ai fait plein de réunions politiques. C'est eux qui vont beaucoup plus prendre la parole, c'est eux qui vont avoir beaucoup plus confiance en eux, etc. Sur leur avis. Donc, ouais, si on nous inculque pas ça, bah, il va pas tomber du ciel, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup une question de temps aussi à consacrer à cette chose-là, de légitimité qui ne tombe pas du ciel, encore une fois, et bah, qu'il y a un réel travail d'empowerment que ne font pas aujourd'hui ni les institutions, ni les familles la plupart du temps. Donc oui, il y a vraiment un ensemble de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont les plus éloignées des affaires publiques. Ok. Est-ce que toi, tu te décrirais comme militante politique? Moi, oui, honnêtement, je me considère comme militante parce que bah, je porte des idéaux, je porte des idées, je porte des propositions, mais je me considère plus comme une activiste, comme une militante associative que politique. En tout cas, pour moi, l'un ne devrait pas être décorrélé de l'autre. Ok. Et du coup, juste par rapport à ça, est-ce qu'il y a plus de défis à relever quand on est une militante politique femme? Oui, en fait, moi j'ai du mal à séparer chaque truc, c'est-à-dire, pour moi, le fait que je suis une femme est autant un obstacle que le fait que je sois noire, que le fait que j'ai un handicap, que le fait que je vienne de quartier populaire, que le fait que j'ai pas fait les plus grandes écoles de ce pays. Donc, clairement, je rencontre beaucoup, beaucoup d'obstacles et je sens en fait qu'on me prend moins au sérieux. Je sens en fait cette condescendance de vas-y, elle sait pas de quoi elle parle, ou ce côté parfois très misogyne de ouais, mais elle s'énerve, donc il n'y a pas besoin de s'énerver. Bah, si, en fait, des fois, il y a des questions, c'est une question de vie ou de mort, on pense. Donc, il y a beaucoup en fait c'est cette vision en fait dominante qui s'abat sur moi et qui fait que ouais, on a beaucoup plus de mal à me prendre au sérieux, on a beaucoup plus de mal à m'accorder la confiance aussi pour certaines raisons. Et moi, je le sens de plus en plus. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out militant. Moi, je pense que je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Et même encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je ne vais pas devoir arrêter telle ou telle activité parce que en fait, je suis juste épuisée, en fait. Ok. Du coup, enfin, à côté de ton association Cité des Chances, tu travailles aussi en tant que journaliste. C'est ça. Et du coup, enfin, là, tu avais dit que ces activités, elles étaient liées. En quoi, enfin, le journalisme est pour toi un vecteur de militantisme et en quoi il permet de véhiculer justement les idées et le travail que tu fais sur le terrain dans ton association? Bah, en fait, le journalisme, comme on dit, c'est le quatrième pouvoir. Donc, il y a le pouvoir législatif, judiciaire, exécutif. Mais l'information, c'est un quatrième pouvoir parce qu'en fait, dans une démocratie, il n'y a pas de démocratie sans information pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est une manière pour moi
aussi de compléter mes connaissances de terrain. Il y a vraiment un intérêt politique à informer les gens. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Et vu que je fais déjà de la vulgarisation politique, je fais toujours en sorte que ce soit le plus accessible aux gens. Ok, mais du coup, c'était très clair. Là, je vais plus revenir sur un peu, bah, toi, du coup, dans ton association, tu avais plus un rôle, enfin, tu as cofondé ton association, donc tu as plus un rôle de leader parce que, enfin, tu as lancé, tu as insufflé ben, la création de cette association. Est-ce que ça t'a challengé, ça t'a apporté des choses et ça t'a permis aussi de dépasser certains blocages que tu avais ou que peut-être tu n'avais pas ou que socialement on imposait aux femmes dans le sens, par exemple, faut pas monopoliser trop monopoliser la parole, faut pas trop se mettre en avant, enfin des choses comme ça. Oui, franchement, ça m'a challengée en fait sur la légitimité que je m'octroie ou pas. Ça m'a challengée au niveau de plus prendre confiance en moi sur la prise de parole en public. Ça m'a challengée. En fait, enfin, je pense que c'est aussi beaucoup une question de confiance en fait, de confiance en soi. Moi, enfin, Enfin, même au niveau de ma famille, ils dire ah, t'es sûr que tu veux entreprendre un truc comme ça? Parce que, en plus, il faut savoir que l'associatif, c'est pas. Je dirais pas que fonder une entreprise, c'est facile, mais fonder une association et la rendre euh, professionnelle, c'est un défi assez élevé, voire très, 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 très élevé. Donc, forcément, ça m'a challengée. Mais bon, après, moi, franchement, je suis quelqu'un qui adore le risque, comme on dit. J'adore le risque et j'aime le défi, en fait. Donc, plus tu me dis que je ne suis pas capable de le faire, plus j'ai envie de le faire, juste pour te dire, t'as vu? Genre, tout à l'heure, je parlais de mon parcours scolaire. Je me rappelle, en réalité, quand je cherchais quoi faire de ma vie au lycée, au collège, j'ai voulu me tourner vers l'informatique et je voulais très précisément être ingénieur informatique juste parce que mon père m'avait dit «Ah, t'es sûr que ça va être possible et tout comme il n'y a pas beaucoup de femmes en informatique, ben moi j'avais envie de dire bah tu vas voir, je vais devenir informatique et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu vas faire?» Donc moi je suis vraiment quelqu'un comme ça en fait, genre plus tu me dis c'est pas possible, plus j'ai envie de te montrer que bah si c'est possible. Donc ouais, non, forcément, ça a été, enfin, c'est challengeant, même encore aujourd'hui, j'ai des challenges encore à relever, à prendre confiance en moi. Là, on a ce côté où il faut parler à des financeurs, etc., etc. Donc, qui est quelque chose voilà, qui demande quand même une certaine confiance en soi. Maintenant, je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles aussi c'est plus simple, pour moi, c'est que, comme je disais, je suis quand même dans l'associatif. C'est-à-dire que dans l'associatif, il y a beaucoup de femmes. Dans mon association, il y a beaucoup de femmes. Donc, finalement, je pense que c'est quand même quelque part plus simple de s'imposer en tant que femme dans un milieu où il y a déjà beaucoup de femmes que de s'imposer en politique, par exemple, dans un milieu où il y a beaucoup plus d'hommes. Donc, je pense que ce côté leader que j'ai en moi et que j'ai nourri et que j'ai acquis me pose beaucoup plus de problèmes en politique parce que justement, on remet en question mon leadership absolument tout le temps, plutôt que dans l'associatif où de toute façon, il y a beaucoup plus de femmes. Ok. Ok. Mais du coup, justement, par rapport à ça, enfin, qu'est-ce que seraient les conseils ou les recommandations que vous donnerez à des femmes ou des jeunes étudiantes ou des jeunes filles pour persister dans des milieux comme la politique qui font, entre guillemets, tout pour les rejeter et pour les exclure? Enfin, comment continuer, enfin, comme toi, tu es resté et tu es toujours dans la politique, comment toi tu fais et qu'est-ce que tu Ça. conseillerais aux autres de faire, aux autres femmes de faire pour rester dans la politique et un peu s'imposer dans ce milieu-là. Moi, une des premières choses moi, qui m'a beaucoup aidée en politique, c'est la sororité. C'est-à-dire que avoir d'autres femmes, en fait, avec qui je peux échanger, des femmes qui ont parfois le double de mon âge, voire plus,
qui ont beaucoup plus d'expérience, qui peuvent aider en fait des plus jeunes à dire, voilà, bah, je fais ça à telle situation, comment m'en sortir, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Pareil, d'avoir, voilà, tu veux porter telle chose, etc. D'avoir d'autres femmes qui savent que voilà, tu es une femme et que tu vas plus galérer, qui vont t'encourager, etc. En fait, faire beaucoup confiance et se servir beaucoup de la force du groupe, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé et qui m'aide encore aujourd'hui à ne pas abandonner. On n'est pas assez, mais si on se serre les coudes, on peut aller loin. Et ça, c'est très, très important. Une autre chose aussi, c'est de la même manière que je lutte contre ça avec Cité des chances sur l'égalité des chances, c'est de ne pas s'auto-censurer, en fait. C'est que si on continue à s'auto-censurer, bah, malheureusement, on n'aura pas assez de femmes, on n'aura pas assez nos idées qui seront portées. Et en fait, on va rester dans la même situation qu'on est actuellement. Donc, on a aussi une responsabilité bah, individuelle. Je parlais du collectif, on a aussi une responsabilité individuelle à faire en sorte que les inégalités ne soient pas perpétuées et qu'on lutte contre ça, y compris dans des sphères qui ont vocation à changer ça, en fait. Donc ça, moi, je dirais, vraiment, il ne faut pas abandonner, il faut bien s'entourer. Entourez-vous de femmes qui sont bienveillantes, qui ont de l'expérience, qui peuvent vous aider. Et en fait, moi je fais souvent cet exercice à me dire, tu es légitime, tu es capable, en fait, et qui est d'ailleurs devenu un des slogans de Cité des chances, en fait, de vraiment, tu es légitime, tu es capable. Quand j'ai envie de me dire, j'ai envie d'abandonner, c'est trop dur, etc., je me dis, tu es légitime, tu es capable, continue. Et voilà. Et aussi, ne pas avoir peur aussi parfois de, justement, pour avoir du soutien, de dénoncer publiquement des choses. Donc, moi, j'encourage aussi à sortir de la loi du silence, à parler à d'autres femmes, parce que finalement, souvent, de la même manière que souvent on se prévient qu'il y a des prédateurs sexuels dans tel ou tel milieu, on se prévient aussi de telle personne n'a pas des pratiques très moralement justifiables. Donc, vraiment, des fois, il ne faut pas aider aussi à, pour avoir du soutien, dénoncer publiquement. Parce que je ne dis pas que c'est facile de dénoncer, parce que le backlash est souvent assez élevé, mais c'est aussi ça qui va nous permettre d'avoir du soutien extérieur. C'est aussi ça qui va permettre aussi que certaines pratiques, qu'on en finisse en fait avec certaines pratiques. Et voilà, donc c'est vraiment ce que je pourrais donner comme conseil. En ce moment, il y a un livre que je lis qui a été écrit par Marie Da Silva, qui s'appelle Survivre au taf. Et qui est absolument important, qui donne plein de techniques en fait pour survivre dans un milieu aussi violent qui est l'univers professionnel. Mais moi, en politique, ça me sert également, que je conseille aussi à toutes les femmes parce qu'on a vraiment besoin de mieux s'armer. Ne tuez personne, hein, par contre, s'il vous plaît. Mais en tout cas, d'avoir des techniques, des tactiques pour survivre dans un milieu qui nous est totalement défavorable. Bah, très bien. Merci beaucoup sur ces belles paroles. On va finir cet épisode et on rajoutera ce livre à la liste de lecture qu'on va proposer à nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, Lorraine. Merci pour l'invitation et bon courage à toutes les personnes qui luttent dans un milieu qui leur est défavorable. Vous êtes légitime, vous êtes capable et on va le changer ce monde. Merci beaucoup.